Sous les rues de Paris, il y a des lignes de métro qui cachent toute une histoire pleine de défis et de transformations. Et la ligne 7, c'est l'une des plus complexes de tout le réseau. Son fameux tracé en fourche, ce n'est pas du tout un hasard. Allez, on va explorer son histoire ensemble. Vous savez, la ligne 7, c'est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est un témoin roulant de plus d'un siècle d'histoire. Chaque jour, elle transporte des millions de gens à travers un Paris qui, tout comme elle, n'a jamais cessé d'évoluer. Et son importance, elle est juste colossale. On parle de près de 125 millions de voyages par an. C'est énorme. Ça en fait tout simplement la 4e ligne la plus fréquentée du réseau. C'est un axe vital pour la vie quotidienne de millions de Parisiens et de visiteurs. Mais alors, la question qu'on se pose, c'est comment cette ligne si cruciale a-t-elle pu avoir cette forme si particulière, en fourche ? Ce n'est pas un hasard, non. C'est le résultat d'un siècle entier de décisions, d'adaptations. Alors, découvrons son histoire. Tout commence au tournant du XXe siècle. Le projet initial, qu'on appelait la ligne H, avait pour but de créer une nouvelle grande artère qui traverserait Paris, du nord-est jusqu'au centre. Mais évidemment, construire sous Paris, ça n'a jamais été une mince affaire. Et la ligne a pris forme très très vite. Elle ouvre en 1910 et hop, dès l'année suivante, elle se dote d'une première fourche au nord. Cette décision, prise très tôt, va vraiment définir son identité pour des décennies. Son importance était telle que son extension a continué même en pleine Première Guerre mondiale. Mais le plus grand défi, il se cachait sous la surface. Il faut savoir que le nord-est de Paris, c'est un véritable gruyère, complètement miné par d'anciennes carrières de gypse. Le sol était tellement instable qu'il était juste impossible d'y creuser un tunnel de métro classique. La solution trouvée est tout simplement géniale. Au lieu de creuser, ils ont bâti. Il faut s'imaginer des ponts, des viaducs, construits non pas au-dessus d'une vallée, mais bien au fond de cavités souterraines, juste pour y faire passer les trains. C'est un véritable exploit technique, caché juste là, sous nos pieds. Bon, après avoir réussi à maîtriser le sous-sol, un autre obstacle et de taille se présentait, la Seine. Pour devenir une vraie ligne qui traverse tout Paris, la 7 devait absolument franchir le fleuve pour relier ces deux moitiés. Et là encore, les ingénieurs ont trouvé une solution incroyablement astucieuse. Comme la traversée sous le fleuve allait prendre des années, ils ont prêté les nouveaux tunnels du Sud à la ligne 10 pour ne pas les laisser vides. Il faut imaginer ça, pendant plus d'1 an, c'est la ligne 10 qui circulait sur les futures voies de la ligne 7. Le processus était très méthodique. D'abord construire les accès, et ensuite s'attaquer au morceau difficile, le tunnel sous-fluvial. Et finalement, en 1931, la jonction est faite. Ça y est, la ligne 7 traverse maintenant Paris d'un seul tenant, du nord au sud. D'ailleurs, il y a un détail fascinant dans cette construction, c'est la façon dont le neuf a épousé l'ancien. Pour passer sous les quais, les ingénieurs ont carrément réutilisé une galerie voûtée qui data du grand siècle, en l'intégrant directement au tracé du métro, une sorte de capsule temporelle en plein Paris. La ligne a maintenant sa forme traversante, mais son évolution, elle, est loin d'être terminée. La fameuse fourche nord va connaître un destin assez inattendu, et puis une nouvelle fourche va apparaître, cette fois au sud. Le problème, en fait, c'est que cette fourche n'était pas du tout équilibrée. Le trafic était massif en direction de la Villette, mais vraiment très faible vers Pré-Saint-Gervais. Le résultat, une gestion hyper compliquée, des trains souvent à moitié vides sur une branche et complètement bondés sur l'autre. La solution a donc été radicale. En 1967, on a décidé de tout simplement séparer la branche la moins utilisée pour en faire sa propre petite ligne. C'est comme ça que la ligne 7 bis est née. Ça a permis de simplifier l'exploitation et surtout d'améliorer la fréquence sur le tronc principal. Mais à peine une fourche disparaît-elle qu'une autre apparaît. Dans les années 80, pour accompagner le développement des banlieues sud, on décide de créer un nouvel embranchement, après la station Maison-Blanche, cette fois vers Villejuif. Et voilà, la ligne 7 retrouve sa forme en fourche, mais au sud. Allez, passons maintenant à l'époque contemporaine. La ligne a non seulement changé de forme, mais elle a aussi changé de visage, avec des trains qui ont vraiment marqué leur époque. Regarder les différents trains de la ligne 7, c'est un peu comme feuilleter un vieil album de l'histoire du métro parisien. Chaque génération de matériel a apporté son lot d'innovations. On est passé des mythiques rames Sprague Thompson, tout en bois en métal, à la modernité des MF67 dans les années 70. Et d'un coup, le confort et la vitesse ont radicalement changé l'expérience de voyage. Et puis, en 1979, le MF77 est arrivé. Avec sa couleur bleue si reconnaissable, c'est le même train qui circule encore aujourd'hui. Il a été conçu pour durer et il est devenu une véritable icône du réseau. La ligne 7, c'est aussi des stations qui sortent vraiment de l'ordinaire. Certaines sont de véritables œuvres d'art. Pensez à la station Pont-Neuf avec ses pièces de monnaie géantes ou encore à l'immense fresque historique à Chaussée-d'Antin. Chaque arrêt peut être une découverte. Mais vous savez, l'histoire est un éternel recommencement.
Tout comme l'ancienne fourche au nord, la nouvelle fourche au sud pose aujourd'hui exactement les mêmes défis. Gérer 2 branches, ça veut dire diviser la fréquence des trains, et ça crée une saturation sur les tronçons les plus fréquentés. Face à ce défi, bien sûr, des solutions sont à l'étude. L'une des idées les plus sérieuses serait de débrancher à nouveau la ligne, peut-être en confiant la branche de Villejuif à une autre ligne, pourquoi pas la 5. On voit bien que l'histoire a tendance à se répéter. Des viaducs souterrains à ces multiples fourches, la ligne 7 n'a jamais cessé de s'adapter aux besoins de Paris. Alors que la ville continue sa transformation, une question demeure. Quelle sera la prochaine étape de son incroyable épopée ? Une chose est sûre, son voyage est loin d'être terminé.